Bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes donc sur Univers Gaïa, une radio du web et du bien-être. Nous sommes à la 4e édition de l'émission À l'écoute de sa réalité. Je suis moi, Paul Pironnet, c'est avec mon compère Guillaume Andreu que nous sommes bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir, en compagnie d'une invitée d'honneur, Patricia D'Angeli, spécialiste de l'hypnose humaniste et plus spécialiste avancée, la TSA. Et puis maintenant, je vais laisser mon ami Guillaume nous dire en quelques mots le sommaire de cette émission. Bonsoir Paul, merci Paul pour cette introduction. Bonsoir à Patricia. Je suis très heureux de recevoir. Nous sommes très heureux de recevoir une femme ce soir. Ça va nous donner un petit peu d'énergie féminine puisque jusqu'à présent nous avons eu essentiellement des hommes comme invités. Bonsoir également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous rejoignent donc pour cette émission qui va à mon avis être passionnante. Donc dans la première partie de l'émission entre 21h et 21h20, Paul, tu vas donc interroger Patricia sur son identité, sur son chemin de vie. Et Patricia va donc nous parler d'elle et de ce qui, dans son parcours, l'a amené à développer cette approche psychothérapeutique qu'est la TSA. Ensuite, en deuxième partie, nous aborderons la question de la construction psychologique de la personne. On parlera d'identité, de blessures, de personnalité, d'archétypes, de personnages intérieurs. Et nous aurons également la chance d'avoir le témoignage de Catherine Bettenot, hypnothérapeute et bientôt formatrice en TSA sur Lyon. Ensuite, nous verrons comment cette technique de psychothérapie basée sur l'hypnose humaniste permet de guérir nos blessures intérieures sans souffrir. Et en quelques séances, a priori, on verra ça tout à l'heure donc avec Patricia. Donc en quoi consiste exactement la TSA, ses outils, ses bienfaits et ses limites. Puis nous verrons enfin quelles sont les applications possibles de cette nouvelle technique pour les particuliers dans le monde de la santé et de la psychothérapie, avec le témoignage de Christelle Géin, qui a profité de l'accompagnement de Laurence Fleurette, qui elle est hypnothérapeute spécialisée en TSA dans les Vosges. Mais avant, nous allons donc découvrir qui est notre invitée d'honneur, Patricia D'Angeli. Alors tout à fait. Alors bien sûr, il s'agit là de guérir ces blessures psychologiques sans souffrir pour accéder au meilleur de nous-mêmes grâce à la thérapie symbolique. Alors Patricia, avant d'entrer dans la thématique justement de cette approche que vous proposez, quelques questions pour mieux vous connaître. Alors comme ça, à la question « Qui êtes-vous » Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Alors, qui suis-je ? Grande question. Alors, on me connaît surtout comme thérapeute et formatrice. Je co-dirige l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, l'IFHE. Et ça fait à peu près une 20aine d'années que je travaille dans le domaine de la relation d'aide. D'accord. Voilà. Donc, pour un petit peu tracer mon histoire, au tout début, j'ai débuté en faisant du soutien psychologique. Alors, j'ai travaillé en entreprise, j'ai aussi travaillé pour des associations, j'ai même travaillé à l'hôpital, notamment en accompagnement de fin de vie. J'ai fait quelques années dans ces domaines-là. Puis avec le temps, je suis devenue thérapeute. Donc, voilà. Alors, pour mon parcours de... Oui, pardon ? Oui, et alors pourquoi, qu'est-ce qui a pu au départ, comme ça, vous donner envie d'aborder un thème aussi particulier que celui-ci, que ces souffrances psychiques? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à avoir envie comme ça de vous occuper d'autres personnes et puis surtout d'approfondir une approche telle que celle que vous proposez? Alors, je pense que depuis toujours, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai aussi été confrontée dans ma vie à des expériences un peu compliquées, des deuils, et je pense que ces expériences m'ont fait connaître des erreurs de choix de vie, c'est arrivé aussi, mais par la même occasion, elles m'ont appris à me connaître et à faire émerger en moi des forces et des capacités dont au départ je ne me serais jamais cru capable. Et je pense que parce que j'en parle souvent aussi à mes élèves en formation, que c'est ça qui a fait de moi une meilleure thérapeute, car je peux transmettre en fait cet espoir de changement, vu que je l'ai vécu par moi-même avant. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, aujourd'hui. D'accord. Et voilà. Il y a un événement qui s'est produit, il y a quelque chose qui engagé en fait cette action particulièrement, ou comment c'est venu au départ? Je crois pas qu'il y a un événement particulier. Je pense qu'il y a plutôt une sensibilité générale. Depuis toujours, en fait. Quand j'étais petite, je voulais être docteur, voilà. Et puis, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu envie, en fait, d'aider les autres, voilà. De soutenir, en fait, les autres, quoi. Voilà, tout à fait.
Ok. Et alors justement, donc votre première démarche en fait, pour justement aller vers le soutien des autres, c'était l'hypnose au départ, ou est-ce que vous avez fait d'autres choses? Qu'est-ce qui a pu vous amener jusque-là? Alors non, au départ, j'étais surtout intéressée par la psychologie de manière générale, mais c'est D'accord. vrai que en psychologie, bon, je sais pas si oui, vous devez être au courant. En France, la psychologie est très freudienne. Oui, Oui. tout Alors, à fait. voilà. Donc moi, j'ai surtout voulu approfondir en fait le côté jungien, pour ceux qui connaissent, hein, qui est Oui. plus proche de l'hypnose humaniste que nous pratiquons aujourd'hui. Donc il y a D'accord. davantage Donc axé sur une Carl, écoute, une prise en compte de ce qui est vécu aujourd'hui. Euh, Comment vous pourriez comme ça expliquer en quelques mots à nos auditeurs un petit peu cette différence? La différence entre la thérapie freudienne et la thérapie jungienne. Quelques mots, ça, simplement. Euh, Disons que j'ai toujours aimé l'étude des archétypes de manière générale, et c'est vrai que bon, je me suis pas intéressée que à la thérapie jungienne, hein. J'ai beaucoup étudié aussi les archétypes et la mythologie aussi. Et je pense que c'est un petit peu ce mélange de tout ça qui a donné plus tard la TSA, en plus de l'hypnose. D'accord. oui, parce que pour faire un petit pour faire un petit éclairage, donc c'est Carl Gustav Jung dont on parle, qui a été donc en contact avec Freud, hein, pendant un certain temps. Ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps, mais ce qui a fait qu'ils se sont, je dirais, éloignés l'un de l'autre, c'est que Freud travaillait essentiellement sur l'aspect de l'inconscient et que Carl Gustav Jung, lui, s'est dirigé vers d'autres choses et donc est parti a beaucoup exploré cette idée d'inconscient collectif. Voilà, entre autres, Donc oui. voilà, et donc pour ça qu'il a été dans la symbolique, qu'il a été aussi dans tout ce qui touche aux archétypes et qui en fait qui sont des notions qui sont propres à chaque être humain, hein, qui touchent l'humanité entière. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse. Oui, tout à fait. Et- Donc, oui, pardon. Oui, pardon. Et donc, suite à ça, donc vous avez décidé de vous former et puis vous avez constitué ensuite votre approche. Comment ça s'est passé? Ma formation, vous voulez dire, hein? Oui, pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, à développer cette approche la TSA. Bah, disons que personnellement, je pense que nos choix de vie sont en fait conditionnés par notre identité profonde. C'est elle enfin, c'est celle qui se construit avec nos expériences de vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Et ces expériences de vie, elles laissent en nous des profondes marques, de véritables blessures psychologiques. Et je pense que tout ça, ça fait partie en fait d'une base, ouais, on peut dire ça, qui va qui m'a permis de construire petit à petit l'édifice, on va dire, de la TSA. D'accord. Et Voilà. aujourd'hui, si je voulais comprendre comme ça, je suis un enfant de 12 ans, j'ai envie de comprendre ce que c'est que la thérapie symbolique avancée, la TSA. Euh, Alors Pouvez on me va dire- aborder cette question. On va aborder cette question dans la partie suivante. On va un peu plus approfondir cette question dans la Oui, partie suivante. il s'agissait simplement d'une question très simple, comme ça, d'une manière très très générale. S'il y avait à définir comme ça très simplement les choses. Au niveau de la thérapie symbolique avancée, je pourrais dire que ouais, c'est difficile de donner une définition simple en fait à ce mot parce elle est quand même constituée de beaucoup de choses et on le verra effectivement plus tard au niveau de vos questions. Mais je pense que on va utiliser déjà le savoir qui est à l'intérieur de nous, le savoir inconscient, la connaissance des archétypes, et on va y ajouter toute la notion de la thérapie, notamment l'hypnose, hein, pour pouvoir accéder à ce qui est à l'intérieur de nous, à ces symboles qui sont à l'intérieur de nous, pour pouvoir les soigner. Je pense que je ne sais pas si cette définition est claire, mais oui, Oui, tout à fait. accéder à l'intérieur de nous à des symboles pour pouvoir les soigner, c'est ça, pour pouvoir les rendre accessibles, on va dire. Alors, bien D'accord. sûr, vous allez approfondir ça dans la suite de l'émission. Et juste avant de démarrer, vous avez donc écrit un livre hein, sur le thème. On en Oui, parlera peut-être un peu à la fin, mais c'est un livre qui est sorti il y a combien de temps? c'est un livre qui est sorti il y a 3 ans, exactement. Voilà. Qui Et s'appelle aujourd'hui, Qui psychothérapie. s'appelle, voilà, psychothérapie, tout à fait. d'accord. Très Donc, bien. voilà. Alors, peut-être, Guillaume, est-ce qu'on peut peut-être aborder la première grande partie? Eh ben, tout à fait. Tout à fait. Donc, il va y avoir une petite pause musicale et après cette petite pause musicale, donc,
nous allons aborder la question passionnante donc de la construction psychologique de la personne. Donc on va parler effectivement de ce qu'est l'identité, cette notion de blessure, cette notion de personnalité, la notion d'archétype également, les personnages intérieurs, et nous aurons également la chance donc d'avoir le témoignage de Catherine Bettenot, hypnothérapeute et bientôt formatrice en TSA sur Lyon. Eh bien écoute, super. Alors on va faire une petite pause musicale et puis on reprend tout ça dans quelques minutes. Merci à vous. Alors bonsoir, après cette courte respiration musicale, on va donc reprendre toujours sur cette même grande thématique de ce soir, dans cette émission à l'écoute de sa réalité avec notre invitée Patricia Angeli. Alors Guillaume, est-ce que tu veux bien nous redonner en quelques mots l'objet de cette deuxième partie ? Tout à fait. Alors donc là maintenant, nous allons aborder la question de la construction psychologique de la personne. Donc c'est un thème moi qui me passionne particulièrement. De comprendre qu'est-ce qui fait qu'on devient qui on est ou parfois qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à vraiment être soi-même ou en tout cas à être comme on voudrait être. Donc là, on va aborder donc cette notion d'identité, de blessure, de personnalité, d'archétype, de personnage intérieur. Et nous aurons également donc le témoignage de Catherine Bettenot, hypnothérapeute, donc dans quelques minutes. Alors Patricia, du coup, j'ai envie donc de vous demander qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous, selon votre vision, selon votre connaissance de l'humain, comment se construit la psychologie d'une personne, comment on devient qui on est quelque part. Voilà. Donc, dès sa naissance, en fait, l'enfant est soumis à une forte pression de la part de son entourage. Il sort du milieu utérin à sa naissance, où il n'a pas besoin de réclamer à manger, il n'a pas besoin qu'on lui change ses couches ou qu'on le réchauffe quand il a froid, il est bien au chaud. Et il va devoir affronter un milieu froid, où il va découvrir la faim, la douleur. Enfin bref, il va devoir s'adapter à son nouvel environnement. Puis en grandissant, il va devoir s'adapter à son entourage. Alors évidemment, tout ça nous paraît normal, on peut dire c'est la vie. Mais si nous avions à revivre ces premiers instants, je pense que beaucoup d'entre nous feraient la grimace. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose. Parce que ça doit être assez douloureux. Ça doit être assez douloureux, tout à fait. Et même lorsque l'on a eu la chance de vivre dans une bonne famille aimante, la vie est compliquée et difficile en comparaison du milieu chaud et réconfortant du ventre maternel. Et c'est là que tout va se jouer en fait. Dans ce type de milieu, le modèle de la bonne famille, les blessures que va devoir affronter l'enfant ne sont pas trop importantes, mais elles existent quand même. On parle notamment de la blessure de l'abandon. La séparation du ventre de la mère est vécue comme un abandon, comme une chute, on pourrait dire aussi du paradis originel. C'est vrai on peut faire des liens. Des liens, voilà, tout à fait. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'effectivement, dans le ventre de notre maman, on y était si bien que même si on n'en a pas forcément tellement conscience, mais il y a un tel changement. Je pense c'est un des changements les plus importants. Je crois qu'il paraît même que si nous devions resubir en quelque sorte ce même type de changement, je suis pas sûr qu'on y résisterait aujourd'hui. Oui, c'est pour ça peut-être qu'on a oublié, je sais pas, c'est peut-être une des raisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe quand même une mémoire du corps. Et c'est vrai que quand les personnes font référence au paradis quelque part, on n'est pas sûr aujourd'hui, en tout cas on l'imagine, qu'elles font peut-être référence à cette mémoire du corps.
Voyez. D'accord. Donc Oui. c'est bon. Après, on pourra jamais le vérifier, mais en tout cas, on peut y réfléchir et ça, c'est très intéressant. Oui. Mais dans le cas, parce que ça arrive aussi malheureusement, dans le cas d'un enfant qui a un entourage défaillant, voire toxique, si l'enfant par exemple est abandonné par ses parents après être séparé du ventre de la mère, s'il subit des maltraitances, s'il n'est pas aimé, s'il est ignoré ou rejeté, ces blessures vont être évidemment plus importantes. Et toute son identité, sa façon de voir la vie, de se percevoir lui-même, va être modelée par ces blessures. C'est comme ça que se construit psychologiquement une personne. Il va se construire et s'adapter en fonction de ce que la vie va lui faire subir, et cela déterminera plus tard ce qu'il sera dans la vie. Voilà. D'accord. Ses croyances, ses réactions par rapport aux autres, ses choix de vie. D'accord. Donc est-ce qu'on peut faire une différence entre, je dirais, l'identité peut-être fondamentale ou en tout cas idéale d'une personne, c'est-à-dire la personne qu'il aimerait être, ce qu'il sent au fond de lui qu'il pourrait être, et puis la personnalité. Alors si on revient sur Jung, cette idée de persona, c'est-à-dire de masque social en quelque sorte, derrière lequel on se cache quand on a été plus ou moins blessé par la vie, et qu'on trouve quelque part que on n'est peut-être pas forcément toujours aimable, toujours dans notre façon d'être, dans les choix qu'on fait, dans les réactions qu'on a. Cette peur d'être rejeté par les autres fait qu'on se crée une personnalité, on se crée un masque social pour pouvoir être accepté, apprécié. Donc est-ce qu'on est dans cette idée-là? Alors oui, tout à fait, parce que nous avons tous notre propre identité qui est déterminée donc par notre éducation, et c'est vrai que plus tard, en observant les autres, en observant le monde autour de nous, on va se dire oui, mais moi j'aimerais être différent, peut-être, j'aimerais ressembler plus à tel ou tel modèle, et là effectivement on peut se fabriquer un masque, une persona, comme disait Jung, un personnage social, mais le souci c'est que le masque souvent, en tout cas dans les situations importantes, voire intimes, le masque ne tient pas. Et le masque, malheureusement aussi, j'allais dire, n'empêche pas la douleur. C'est-à-dire qu'on a beau se fabriquer un masque de personnes heureuses, je sais pas, à l'intérieur de nous, s'il y a quelque chose de cassé, s'il y a une blessure, s'il y a un passé douloureux, malheureusement, on reste triste. Le masque ne résout rien. Voilà, le masque est comme une sorte de pansement qu'on mettrait pour cacher notre blessure, quoi, en quelque sorte. Voilà, plutôt. Et pour pas que les autres la voient, et pour se dire d'être quelqu'un par exemple qui est relativement triste ou qui se met facilement en colère, c'est pas très acceptable par l'environnement. Donc je vais montrer une personnalité un petit peu plus on va dire acceptable, qui se met moins en colère, qui peut-être est moins triste, etc. Donc on va cacher cette blessure, les blessures qui nous poussent à avoir cette façon d'être ou cette façon de se comporter. Et on va donc être avec les autres avec une personnalité, voilà, qui passe bien, mais quelque part au fond de nous, il y a toujours cette souffrance qui est là, il y a toujours ces blessures parfois qui sont ouvertes et qui nous ramènent à notre réalité profonde, quoi. Voilà, tout à fait. Alors le principe effectivement, c'est que une personne ne peut pas se cacher tout le temps derrière un masque, c'est pas possible. Donc malheureusement, même si en société, peut-être, elle peut paraître différente de ce qu'elle est. Ça va pas durer toute sa vie, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, quand le masque se déchire, on pourrait l'appeler comme ça, c'est là que toute la problématique de la personne ressort, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, elle est pas si époustouflante qu'il y paraît. Oui. Je pourrais éventuellement vous donner des exemples aussi de comment ça se construit à l'intérieur, parce que c'est vrai que ça me semble assez important. Par exemple, un jeune enfant qui voit ses parents se déchirer lors d'un divorce, parce que c'est vrai que c'est des choses ça que l'on rencontre souvent, puis qui voit son père, par exemple, quitter le domicile familial, il va automatiquement se faire une représentation du couple et de l'amour par rapport à ce qu'il observe. Là, on parle de l'enfant en ce moment. Oui. Et il va s'approprier cette idée qui va s'inscrire dans son identité. Pour lui, le couple, c'est le modèle parental. Pour l'enfant, c'est le modèle parental. En fait, il va faire de son expérience une référence, en quelque sorte. Absolument. Voilà. Il va concevoir, en fait, on pourrait dire le couple, à partir des expériences qu'il a observées
Et surtout ce il a pu imprimer, j'imagine, au niveau émotionnel, à travers la perception qu'il a eue de son expérience. Voilà, tout à fait. Pour la bonne et simple raison, en plus, qu'il n'a eu que ce type d'expérience dans sa vie. Donc, il n'a pas pu s'approprier d'autres exemples, en tout cas quand il est jeune. L'expérience qu'il a vécue devient une vérité en soi. Et donc, avec ça, il va donc soit aimer, soit pas aimer, enfin, voilà, il va structurer en quelque sorte, Voilà. si vous voulez dire, quand on parlait de personnalité, voire d'archétype, hein, il y a un modèle, en fait, qui se grave à ce moment-là. Et qui Voilà, c'est ça, il va structurer son identité, il va fabriquer son identité, ce qu'il est, sa véritable identité, c'est ça. Hein? Alors par exemple, il va observer la façon d'agir de sa mère. Alors et sa mère deviendra donc son modèle féminin. Et là, effectivement, on est dans le début de la fabrication de l'archétype, hein, tandis que la façon de faire ou d'agir de son père sera lui son modèle au masculin. Si c'est un garçon, il va se modéliser sur son père. Si c'est une fille, elle va inconsciemment se modéliser sur sa maman. Et si le couple parental se sépare, l'enfant risque fortement de reproduire ce modèle dans sa vie d'adulte. C'est quelque chose de complètement inconscient, c'est-à-dire que même si l'enfant refuse le modèle parental, malheureusement, il aura beau essayer de jouer, j'allais dire, le contraire de la vie de ses parents, il l'aura inscrit à l'intérieur de lui. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces modèles s'intègrent aussi à l'égard, non pas seulement des parents, mais peut-être d'autres personnes que cet enfant est amené à rencontrer ou avec qui il est amené à vivre? Je pense par exemple à l'école, ou est-ce que ça aussi c'est intégré? Alors absolument, mais là on parle du couple notamment, donc c'est vrai que le couple on n'a pas tellement l'occasion de le rencontrer, enfin le modèle du couple on n'a pas tellement l'occasion de le rencontrer à l'école, mais c'est vrai que pour d'autres problématiques, oui, tout à fait, on peut prendre en compte tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant, absolument. Hein. Donc vous, dans votre travail, vous repérez en quelque sorte ces archétypes, c'est ça, hein, ces modèles de construction de la personnalité. Oui, dans un oui, premier... tout à fait. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir commencer à travailler. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, on peut dire déjà que tout n'est pas systématique, comme je disais tout à l'heure. Il y a des exceptions quand même. Il faut quand même les mettre en place. Mais le modèle éducatif étant inscrit dans chaque enfant, il y a un risque de reproduction tout à fait inconsciente du comportement appris. Oui. C'est-à-dire les exceptions, ça peut être l'enfant qui va, comme on parlait tout à l'heure au niveau des masques, qui va se mettre le masque de quelqu'un qu'il n'est pas, mais en référence toujours à ce qu'il a appris. C'est-à-dire qu'il va faire le contraire, par exemple, si c'est une fille, elle va faire le contraire de ce que lui a appris sa mère. Si c'est un homme, il peut faire aussi le contraire de ce que lui a appris son père, mais c'est toujours en référence au couple. Et donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Voilà. D'accord, très bien. Et alors du coup, ces expériences que cet enfant va avoir d'abord dans un premier temps avec ses parents, ensuite avec éventuellement d'autres individus, frères, sœurs, parents proches, plus il va aller dans le monde et puis plus il va avoir des références qui vont arriver. Ce que vous expliquez quelque part, c'est que toutes ces références au masculin ou au féminin, par exemple, il va les mettre dans une espèce de boîte qu'on pourrait appeler un archétype du masculin ou des féminins. Et pour lui, cette énergie masculine ou cette énergie féminine va toujours être plus ou moins teintée de ses expériences. C'est-à-dire que s'il a eu un rapport avec la femme, avec sa mère qui était plutôt négatif, ou qu'il a eu une mauvaise interprétation du féminin, par exemple vis-à-vis de sa mère, il risque d'avoir dans sa vie toujours cette sensation que que ça fonctionne pas forcément bien avec le féminin, c'est ça? Oui, voilà, c'est inscrit, hein, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de son identité, et du coup, l'enfant, en grandissant, donc va reproduire ces choses-là à l'extérieur. Hein. On verra tout à l'heure comment ça marche au niveau de la TSA pour pouvoir récupérer un peu tous ces archétypes et éventuellement les modifier, mais de manière naturelle. Dans la vie, si cet enfant a été abandonné, parce qu'on reprend notre exemple par son père, automatiquement, s'il prend l'identité de son père, l'identité même inconsciente, il va ou alors abandonner lui-même, ou alors régulièrement se faire abandonner, évidemment sans le vouloir, mais de manière complètement inconsciente. Et c'est ça qui est dramatique quelque part dans une vie, c'est parce que même si on rêve au prince charmant ou à la princesse idéale, si j'ose dire, si on a à l'intérieur de soi cette blessure, on ne peut rien faire. On est comme conditionné à reproduire, j'allais dire, les mêmes blessures qu'on a appris lorsque l'on était enfant.
D'accord. Alors, j'ai envie de dire que finalement, c'est aller guérir ses blessures. Donc, c'est le travail de la psychothérapie. Hein. Oui, tout à La fait. psychothérapie, c'est l'idée d'aller donc soigner ces blessures psychologiques passées. On pense souvent que la psychothérapie est destinée à des gens qui sont vraiment malades, qui sont des psychotiques, hein, par exemple, hein, ou qui sont vraiment mal dans leur vie. Beaucoup de gens qui ont cette image un petit peu de la psychothérapie en disant bah non, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, hein, puisque moi ça va quand même dans l'ensemble, ma vie est plutôt bien. Toutefois, ces blessures sont pas forcément, par exemple, si on prend l'exemple de la blessure de l'abandon, c'est pas une blessure qui est forcément liée qu'à des gens qui ont été abandonnés vraiment de façon réelle par leurs parents, hein, qui ont été élevés par d'autres, etc. C'est vraiment des choses qui peuvent être, c'est des interprétations de l'enfant en fait face aux situations. Donc il suffit d'un rejet parfois ou d'une sensation d'abandon qui est pas forcément importante, mais ça va quand même le marquer intérieurement. Ça peut être un rejet par un des parents qui n'est pas forcément vraiment marqué, mais qui va faire que l'enfant va quand même lui l'amplifier ou en tout cas lui donner une importance. Ce qui fait qu'en fait, en quelque sorte, on est tous plus ou moins un petit peu blessés en fait par la vie quelque part. Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, j'ai pris l'exemple de la blessure d'abandon, mais des blessures, il en existe beaucoup. Oui. La blessure d'abandon n'est pas forcément la blessure principale de l'adulte. Là, j'ai volontairement tout à l'heure pris cet exemple parce que c'est un exemple qui est relativement courant. Mais c'est vrai qu'on pourrait parler aussi de la blessure de l'humiliation, qui est quand même une blessure qui est quand même très présente, j'allais dire. Oui. Un enfant, par exemple, dans sa famille qui est sans cesse critiqué, quoi qu'il fasse, un enfant qui ne fait jamais rien de bien aux yeux de ses parents, et pour peu qu'il ait des difficultés scolaires, en grandissant, tout s'empire. Ça, c'est un exemple qui malheureusement existe beaucoup. L'enfant est alors traité de moins que rien, de nul. Il entend sans cesse des « tu n'y arriveras jamais »,« tu es mauvaise en maths »,« tu ne sais pas écrire sans faire de faute d'orthographe », et qu'est-ce qu'on va faire de toi plus tard, ou tu me fais honte. Ça, ce sont des blessures aussi. C'est pas la blessure de l'abandon, on est dans un autre style de blessure. Mais pour un enfant qui, comme tous les enfants, ne souhaite que l'amour de ses parents, c'est une blessure aussi qui est très douloureuse, parce que il renie complètement son identité. Et ça peut précipiter ses mauvais résultats scolaires, et il finit inconsciemment, parce qu'il l'a appris, lui, à se considérer lui-même comme un bon à rien. Et ça, c'est quelque chose de très douloureux aussi à vivre pour lui, puis pour sa psyché, évidemment. Parce qu'adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manquer de confiance en lui. Il se mettra souvent en situation d'échec pour répondre à la demande inconsciente de ses parents. Et bien sûr, voilà. Donc c'est intéressant. Par exemple, nous qui pratiquons le métier du coaching, c'est intéressant de pouvoir accompagner des gens de l'état dans lequel ils sont, hein, de les prendre dans leur réalité présente et de pouvoir les amener à aller vers la destination ou vers la vie qu'ils souhaitent avoir, et de leur donner les outils, de leur permettre de trouver en tout cas les bonnes options pour y aller. Mais parfois, c'est important que les personnes prennent conscience qu'il y a certaines choses qui vont difficilement pouvoir mettre en place dans leur vie à partir du moment où ils n'ont pas été, ou en tout cas ils n'ont pas pris soin d'aller soigner ces blessures qui finalement conditionnent pas mal de leur fonctionnement, de leur façon d'être par rapport à la vie. Donc ça, c'est une chose que j'avais envie de dire. Et pour revenir sur les blessures, alors donc du coup, on a vu qu'il y avait la blessure d'abandon, la blessure du rejet, de l'humiliation. De l'humiliation, voilà. Celle du rejet. Oui, il y a beaucoup de blessures. Alors là, je vais pas toutes les énumérer parce que là, on va pas avoir le temps. Mais c'est vrai c'est juste de les donner comme ça. Et je crois qu'il y a le rejet, la maltraitance. Voilà. Bon, il y a beaucoup de. Là, je les ai pas toutes en tête, mais effectivement, bon, il y en a. On peut se référer en tout cas au livre pour les retrouver et avoir plus de précision dessus. Oui. Tout à fait. Guillaume, ce qui serait intéressant peut-être là, c'est de pouvoir accueillir Catherine Berthenot. Oui. Nos thérapeutes et qui en plus va ou en tout cas a commencé ou en tout cas va commencer à travailler justement avec cette pratique de la TSA. Peut-être qu'il serait intéressant d'écouter son témoignage. Je crois qu'elle est en ligne ou plus très loin. Est-ce que Catherine, vous êtes là? Oui, bonjour. Est-ce que Catherine, vous êtes là? Oui, bonsoir Catherine. Oui, bonjour. Alors justement, Guillaume, je vais te proposer d'accueillir Catherine et puis peut-être de reprendre avec Catherine sur justement cette question, cette pratique, grâce à son expérience, elle aussi.
Oui, alors Catherine, bonsoir. On s'est déjà eu longuement au téléphone pour préparer cette émission. Oui. Alors Catherine, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire voilà qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, et puis ensuite nous faire part un petit peu de votre expérience avec cette technique de la thérapie symbolique avancée. Oui, bien volontiers. Alors, je m'appelle Catherine Bettenot, je suis hypnothérapeute à Lyon et je pratique beaucoup l'hypnose humaniste et notamment la TSA, des disciplines que j'ai étudiées à l'IFHE avec Olivier Lockhart et puis Patricia D'Angeli pour la partie thérapie symbolique avancée. Voilà. D'accord. Vous m'aviez dit que vous aviez aussi une expérience. Vous étiez formé à la psychologie, que vous avez aussi pendant un temps fait quelques articles pour des magazines dans le domaine de la psychologie. Donc c'est un domaine que vous connaissez bien depuis longtemps. Oui, c'est un domaine que je connais bien. Et c'est justement parce que je le connais bien que j'apprécie beaucoup de pouvoir travailler avec cet outil qu'est la thérapie symbolique avancée, parce que dans mon expérience, c'est un outil qui est formidable. Voilà. Quand l'indication est la bonne, parce que c'est vrai, je pense que Patricia a expliqué ça, pour un arrêt du tabac, pour des choses comme ça, on n'utilise pas la TSA. Mais quand il s'agit de travailler sur la psyché et de réparer l'identité d'une personne, ce qu'elle est au fond d'elle-même, à ma connaissance, il n'y a pas d'outil plus rapide, d'une part, plus puissant, dont les effets se font sentir réellement dans la vie quotidienne de la personne, rapidement, et puis de manière pérenne, parce que c'est ça qui est aussi important. Hein. Parfois, il y a des choses qui sont formidables sur le moment, et puis ensuite... oui, on dit chasser le naturel, il revient au galop, mais là, en l'occurrence, justement, on a été remettre en place le naturel, quelque part. C'est ça, voilà. Oui. On ne chasse pas le naturel, on transforme. On révèle. De manière oui, en quelque sorte, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et quand vous dites rapide, alors, parce que moi, ce qui m'a frappé dans cette technique, hein, moi j'aime bien aller aussi vers des techniques comme ça qui sont efficaces, qui permettent de gagner du temps, je dirais, dans le travail sur soi. Du coup, il me semble que en quelques séances, hein, en quelques semaines finalement, voire quelques mois, mais c'est pas forcément très long, une personne peut quand même aller guérir donc une blessure. C'est quoi? C'est 4 séances, 5 séances, 6 séances? On va dire que c'est une moyenne de 3 à 5 séances. Parfois, ça peut aller à 6 ou 7 séances réparties dans le temps. Alors, c'est vrai que cette forme de psychothérapie, parce que là, il s'agit de psychothérapie, soigne en profondeur, guérit, transforme et de façon pérenne. Cela dit, on n'est pas des faiseurs de miracles. Hein. Oui, bien sûr. On peut être amené à revoir une personne parce qu'il y aura un autre aspect sur lequel intervenir. Voilà, ce serait quand même illusoire de dire vous allez venir 4 ou 5 ou 6 fois et puis vous en avez fini pour toujours avec. Bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Et alors, est-ce que vous avez un petit exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple, une expérience que vous avez eue éventuellement, justement avec un patient, quelque chose de marquant pour vous? C'est difficile de les choisir parce qu'ils sont tous tellement émouvants. C'est formidable de voir une personne comme ça se soigner. Je pense que Patricia vous a expliqué à quel point la personne est en maîtrise totale de son soin, hein, de sa guérison. Alors c'est eux qui font le boulot, nous on les accompagne et c'est très émouvant. C'est difficile d'en choisir un plutôt qu'un autre, mais j'ai le souvenir par exemple d'un monsieur qui est venu me voir. Il avait des difficultés de couple. La TSA c'est particulièrement bien indiqué dans toutes les difficultés liées au couple, qu'il s'agisse de deuil, de rupture difficile, de reproduction de schémas destructeurs ou dérangeants, de la thérapie de couple aussi évidemment où on travaille en effet miroir. Donc je me souviens de ce monsieur qui est arrivé avec la reproduction de catastrophes. Voilà. Et
Alors, en 3 séances, il était déjà changé. Et il me disait, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais mes amis me disent que je ne suis plus le même. Pourtant, je me sens bien. Voilà. D'accord. Et je me souviens de ce monsieur qui il avait une soixantaine d'années, et depuis 30 ans, il portait un catogan. Et après la 3e séance, un catogan, c'est une queue de cheval. Une queue de cheval, d'accord. Voilà, il avait une espèce de machin avec un nœud. Et après la 3e séance, il est revenu pour la 4e fois et il s'était coupé les cheveux. On avait travaillé sur une réharmonisation des masculins et féminins intérieurs. Il était allé réparer ce qui, dans son identité, le poussait à reproduire ces schémas très très destructeurs pour lui. Et le fait de réinvestir ce qu'il est profondément avec toutes les parties de sa psyché, et notamment les aspects masculins et féminins, ça lui a permis de redevenir l'homme qu'il souhaitait être. Donc le compagnon, l'amant, le père, et quand je l'ai vu pour la dernière fois, eh bien, ça allait bien dans sa vie. Il était heureux. C'était un homme. Donc libre. Finalement, lui, il voyait pas de changement parce que il était pleinement lui-même. Donc ça lui paraissait pas spécialement plus étranger que ça, quelque part. Mais les autres, eux, sentaient peut-être chez lui quelque chose, une énergie différente dans son masculin, dans son féminin. C'est pour ça qu'il lui disait, il y a quelque chose qui a... C'est ça. C'est ça, c'est bien souvent l'entourage qui constate en premier, et sa compagne est venue ensuite quand elle a vu la transformation de son compagnon. Alors elle s'est dit finalement ça serait peut-être bien pour moi aussi. Alors quand je dis il ne se rendait pas compte, c'est un peu paradoxal. La technique est extrêmement puissante, les changements sont profonds et rapides, et néanmoins ils se manifestent de manière subtile, douce, agréable à vivre. C'est pas du jour au lendemain, tout d'un coup, on n'est plus soi-même et on a perdu ses bases. Non, c'est beaucoup. Ça se fait en douceur. Voilà. D'accord. Et oui, alors donc c'est là qu'on revient donc à ce qu'on disait, c'est que quelque part cette approche est une approche qui donc a priori n'est pas cause de souffrance. On va pas trifouiller dans le fin fond de nos tripes des choses désagréables qui nous font souffrir, etc., qui vont être longues et difficiles à passer. Mais c'est quelque chose qui par contre, mais à un autre niveau. Voilà, on va les tripatouiller à un autre niveau qui fait que c'est plus c'est plus doux, et que ça n'empêche pas quand même que c'est relativement émouvant. C'est ce que vous me disiez la dernière fois. Oui, c'est ça. Ça n'est pas douloureux, mais c'est émouvant. D'accord. Très bien. Et je n'ai jamais vu une personne sortir d'une séance de TSA mal dans sa peau. D'accord. Voilà. Il y a une prise en compte effectivement de ce qu'elle vit au moment présent. Enfin, il y a une douceur, en tout cas, dans l'approche qui est liée probablement à cette dimension symbolique. Oui, c'est ça. Et puis c'est toucher le cœur de soi dans ce qu'il a de plus beau, de plus pur, de plus doux, renouer avec soi-même. C'est déjà quelque chose d'émouvant. Et les personnes repartent avec dans le cœur, dans l'énergie, dans la tête, cette sensation d'être bien. Voilà. Ouais, surtout que j'imagine que c'est le thérapeute qui peu à peu, par ses questions, par son travail, va amener cette prise de conscience, mais que c'est la personne accompagnée qui du coup découvre en quelque sorte à travers l'accompagnement du thérapeute un petit peu ce joyau de conscience qui l'amène peu à peu à changer quoi. Alors c'est ça, dans la mesure où cette approche-là nécessite de la part du thérapeute une grande part de pédagogie. On explique au patient ce qu'il va vivre. Et ça lui permet de donner du sens. Il donne du sens à ce qu'il a vécu et il donne du sens à ce qu'il fait en cabinet. Voilà. Les prises de conscience, elles se font au cours de la séance, de manière parfois très subtile, d'autres fois de manière très émouvante. C'est variable, suivant ce qu'on est en train de travailler et la manière dont on le fait. Quoi qu'il en soit, ça se joue à tous les niveaux de l'être, pas seulement la prise de conscience mentale.
Est-ce qu'on pourrait dire, bon, vraiment là, c'est un raccourci, c'est un peu comme si on réglait notre problème, on arrivait à soigner sa blessure, un peu comme dans un rêve. C'est-à-dire quelque part, on vit un rêve. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça thérapie symbolique avancée. C'est quelque part, on se voit, on visualise des choses, un peu comme dans les rêves, quand on rêve la nuit. C'est pas tout à fait ça, parce qu'on ne se voit pas. On travaille à un niveau de conscience où on ne se voit pas. On travaille avec des symboles basés sur les archétypes. C'est une approche très jungienne. Oui. Alors ça ne se passe pas comme un rêve où on se met en scène. C'est pas du tout cette chose-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait réagir aussi, c'est que dans un rêve, il y a comme une absence de conscience. Alors que quand on travaille en TSA, on est au contraire très conscient, pleinement présent. Et le patient a la maîtrise totale de ce qu'il fait. Il n'est pas dans un rêve ou un état second. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Alors j'ai fait une petite confusion avec le rêve éveillé de l'hypnose ericksonienne. Peut-être. Oui. C'est justement ce qu'on va approfondir dans cette deuxième partie. C'est le comment on travaille. Alors peut-être ce qu'on peut faire, Guillaume, c'est proposer une deuxième pause musicale, mais juste avant cette posture. Alors vous restez avec nous, Catherine, mais c'est peut-être revenir sur la deuxième partie. Guillaume, si tu veux bien nous annoncer en quelques mots justement ce qu'on va y voir, pour ensuite pouvoir justement approfondir cette question. Ok. Alors donc nous verrons ensuite comment cette nouvelle technique de psychothérapie, donc basée sur l'hypnose humaniste, on l'a dit déjà, permet de guérir nos blessures intérieures sans souffrir. Donc en quoi consiste exactement la TSA, ses outils, ses bienfaits et ses limites. Ok, alors une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette passionnante émission. Merci. Allô ? Oui, alors bon retour sur cette émission, alors passionnante. Alors Guillaume, est-ce que tu veux nous rappeler le contenu de cette troisième partie en fait? Oui, alors donc nous allons découvrir maintenant comment cette nouvelle technique de psychothérapie basée sur l'hypnose humaniste permet de guérir nos blessures intérieures sans souffrir. Donc on va voir avec Patricia en quoi consiste exactement la TSA, quels sont ses outils, ses bienfaits et ses limites. On a déjà abordé un petit peu cette question auparavant, mais on va là un petit peu approfondir cette question. Mais avant, je souhaitais quand même qu'on remercie donc Catherine pour son intervention, pour son témoignage téléphonique. Donc merci beaucoup Catherine d'avoir répondu à notre appel et puis d'avoir témoigné. Merci à vous de m'en avoir donné l'opportunité. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et on va continuer, donc vous pouvez rester à notre écoute et on va continuer donc avec Patricia la suite de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous, bonsoir. Alors Patricia, qu'est-ce que vous pouvez donc nous donner comme information un petit peu plus précise sur cette technique de la TSA? Alors, déjà, la TSA, donc, comme on l'a dit évidemment plusieurs fois dans l'émission, donc c'est l'acronyme de la thérapie symbolique avancée, et c'est une technique on n'en a pas parlé, donc j'aimerais quand même détailler un petit peu cet aspect-là. C'est une technique qui fait partie de l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, je vais pas en reparler puisque vous avez déjà fait une émission là le mois dernier, mais donc la TSA va permettre d'accéder
à notre esprit profond, mais en toute conscience, guidé par le thérapeute. C'est de l'hypnose humaniste. Donc la TSA utilise beaucoup la symbologie, ça on en a parlé, l'étude des symboles, et se base aussi sur les écrits de Jung, le psychanalyste, comme on a parlé tout à l'heure. C'est une technique qui est appréciée donc des thérapeutes, et ça Catherine tout à l'heure vous en a parlé, et Catherine Bettenot, parce que elle est facile d'utilisation et surtout elle est rapide. Et ça c'est vrai que ça la rend très agréable autant pour les thérapeutes que pour les patients. Elle ajoute la dimension du travail sur l'inconscient et la compréhension des phénomènes psychologiques. On n'en a pas encore parlé, mais on fait beaucoup d'interprétation des rêves aussi en TSA, et on joue beaucoup avec les symboles. C'est une thérapie relativement donc rapide. Catherine nous parlait de entre 3 et 6 séances, mais c'est vrai qu'en moyenne, c'est très très rare que je reçoive quelqu'un en cabinet en plus de 4 séances. Très très rare. D'accord. Ça peut arriver, sauf s'il y a une autre problématique. C'est-à-dire si la personne vient avec un problème de mal-être par exemple dans sa vie, on va déterminer la cause du mal-être. On va peut-être même, pourquoi pas, utiliser la thérapie des rêves pour ça. On va soigner, on va repérer la blessure, on va la soigner, mais au bout de 3-4 séances, c'est terminé. Alors après, elle pourra revenir pour autre chose, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première fois, pour le premier objectif, en tout cas, ça mettra rarement plus de 3 à 4 séances. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant en pratique. Parce qu'il y a beaucoup de thérapies, beaucoup de techniques qui parfois sont longues. On parlait tout à l'heure de l'école freudienne. La psychanalyse peut parfois être assez longue. Des fois, il y a des gens qui peuvent passer plusieurs années avant d'arriver à être mieux. Alors que là, on aborde, alors c'est peut-être pas exactement les mêmes choses, mais en tout cas, on vient avec un objectif et en quelques séances. Alors, elles sont espacées de combien de temps, les séances généralement? En général, moi en tout cas, je demande à mes patients de venir toutes les semaines, le temps de digérer un peu, on va dire, chaque séance. Mais c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la psychanalyse, c'est intéressant parce que pour moi, la TSA, c'est vraiment le mariage justement de cette psychanalyse et de l'hypnose. Oui. Et c'est vrai qu'en psychanalyse, on peut passer énormément de mois, d'années, pour se connaître soi-même. Alors qu'en TSA, grâce à l'hypnose, grâce au support de l'hypnose, on va aller beaucoup plus rapidement à l'intérieur de soi. Et je sais pas si c'est parce que j'aime beaucoup la thérapie de couple de manière générale, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les mariages ou le sens du mariage, et de marier cette psychanalyse avec tous ces apports qui sont quand même assez fabuleux, et l'hypnose qui est quand même un outil extrêmement pratique. Je trouve que c'est un mariage réussi qui nous permet d'éviter les longueurs de la psychanalyse et en même temps de s'occuper très très rapidement de la personne en profondeur, en sachant ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Alors qu'en hypnose traditionnelle, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on va travailler avec l'inconscient. Alors que là, la personne est complètement consciente de ce qui se passe à l'intérieur. Elle est consciente de ses archétypes, elle est consciente de ses problématiques, de ses blessures, etc. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour un exemple de séance, par exemple, ou un exemple de quelqu'un que vous avez suivi, ou pour nous expliquer un petit peu comment ça se déroule, qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans une première séance, en quoi ça consiste un petit peu la pratique? Alors, au départ, la personne va parler avec le thérapeute de son objectif à atteindre. Il n'y a pas beaucoup de différence avec une séance d'hypnose classique ou une séance de PNL. D'accord. Alors là, ça c'est la première séance. Donc pendant toujours cette première séance, le thérapeute va relever les points importants. Il va poser les questions pour affiner sa décision d'intervention. Et ça, c'est quand même relativement important parce que ça va déterminer toute la suite de la thérapie. C'est-à-dire que le thérapeute doit trouver impérativement avec le patient où est le problème. Pour ça, il a un mode de questionnement très précis qui va lui permettre d'aller au niveau du problème. Donc pour ça, il peut faire une analyse de rêve pour vérifier que l'inconscient propose la même piste de travail que le patient. Ça, c'est important parce que quelquefois, au niveau conscient, on ne parle pas de la même chose qu'au niveau inconscient. Et c'est vrai que là, on met en route l'analyse de rêve, parce que le rêve a cette particularité de ne pas mentir, quelque part. Alors, on ne veut pas dire que le patient mente, c'est faux, le patient ne ment pas. Mais ce qu'il y a, c'est que quelquefois,
il peut être détourné de la réalité par tout un tas de choses, ce qui fait qu'il croit qu'il a quelque chose alors qu'il ne l'a pas. D'accord. Alors que le rêve, lui, ne ment pas. C'est pour ça que l'analyse de rêve est vraiment très important au niveau, j'allais dire, de l'anamnèse, de la première séance, au niveau de la TSA. Et ça, c'est le début, on va dire, de la thérapie. Pour être concret là, pour nos auditeurs, imaginons que j'arrive, j'ai une problématique de couple, ça fait 3 ou 4 fois que je commence une relation, puis finalement ça s'arrête, ça va pas quoi. Première chose que vous faites avec moi, c'est quoi? Alors, je vais vous poser tout un tas de questions en fait. Déjà, je vais vous poser, mais pas trop de questions en ce qui concerne votre vie d'aujourd'hui, mais plutôt votre vie d'hier. C'est comme je le disais en première partie de l'émission, il faut que j'aille à la rencontre de vos blessures intérieures, c'est-à-dire comment vous vous êtes fabriqué, comment a été fabriquée votre identité. Et si vous venez me voir avec une problématique de couple, je vais supposer, sans en être sûre, qu'il y a eu un souci, peut-être, au niveau de votre apprentissage des notions du couple quand vous étiez enfant. D'accord? Donc, je vais vous poser les questions tout à fait, sans rentrer forcément dans les détails, mais je peux vous demander comment vivait le couple de vos parents, par exemple. Est-ce que vos parents vivaient ensemble? Est-ce qu'ils ont divorcé? Vous aviez quel âge quand ça s'est passé? Pour vérifier, en fait, avec vous, si c'est vraiment de la blessure, par exemple, d'abandon, ou ça peut être autre chose, qui est à l'origine de vos problèmes actuels. D'accord. Et donc, au fond, à travers votre questionnement, je vais peu à peu être amené, alors, soit de manière un peu consciente à faire des liens, en quelque sorte, en ce qui a été l'histoire que j'ai observée, l'interprétation que j'ai pu lui donner, et puis ce que je vis aujourd'hui. Vous pourriez dire que c'est la première étape. Et là, ce que vous sembliez rajouter, c'était l'idée de rêve, justement. Et là, quand vous parlez de rêve associé à ce processus, en fait, de quoi parlez-vous exactement? Alors, quand une personne vient me voir pour une problématique de couple, je vais pas forcément lui demander quels étaient ses rêves, mais par contre, je vais lui demander quels étaient ses rêves pour des problématiques différentes, comme une problématique de deuil ou une problématique de maltraitance ou tout ce qui tourne autour des traumatismes. Là, je vais lui demander pour vérifier justement si ce qu'elle pense correspond véritablement à ce qu'elle a vécu. Et ça, le rêve, pour ça, va pouvoir me renseigner. Quand vous dites le rêve, c'est lié à l'imagination qui découle du souvenir qui lui revient, ou c'est le rêve en termes de aspiration par rapport à ce qu'elle souhaiterait? Ah non, c'est le rêve de la nuit, je parle. Je parle des rêves nocturnes que vit la personne. Voilà. Là, on va directement chercher ce à quoi la personne on est vraiment dans le rêve qu'elle peut avoir la nuit par rapport à cette problématique. Voilà, tout à fait. Parce qu'une personne, on va reprendre l'exemple du traumatisme, qui a eu un traumatisme dans son enfance, elle en rêve. Et elle en rêve toujours, même adulte. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement. Donc là, on est dans l'interprétation des rêves. Tout à fait. D'accord. Alors, l'interprétation des rêves, c'est juste la première séance. Après, évidemment, il va falloir soigner le traumatisme. Ça, c'est encore autre chose. Alors, justement, pour revenir sur l'idée de Paul, par rapport à une problématique de couple, il me semblait que j'ai lu dans votre livre, vous donniez un exemple comme ça avec 2 personnes qui avaient tendance à se disputer parce que l'une d'entre elles, donc l'homme, était renvoyé à une blessure liée à l'impuissance, donc la blessure d'impuissance qui est a priori une blessure archétypale, je dirais, qui concernerait presque tous les hommes sur la planète, qui sont tous sensibles plus ou moins à ça. L'impuissance dans le fait d'être dans l'action, d'arriver à subvenir ou à faire les choses comme il faut. Et puis donc sa compagne était plutôt elle dans une problématique qui serait liée aux femmes en règle plus généralement, qui serait la blessure de la culpabilité. Il me semble que c'est ça. Oui. Alors là, je ne sais pas si je suis très précis, mais donc c'est juste pour donner un exemple comme ça, pour dire que les problématiques donc qui peuvent y avoir renvoient à un moment donné donc effectivement à des blessures qui peuvent être soit vraiment personnelles, soit des choses qui sont, je dirais, d'ordre général, reliées aux hommes, reliées aux femmes, etc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que au niveau de l'identité de la personne, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est important de le souligner. On est de tout un tas de souvenirs, on est construit avec des souvenirs personnels, mais on est aussi construit avec des souvenirs
au-delà du personnel, c'est-à-dire qui peuvent être empruntés à la société, à tout ce qu'on vit autour de nous. Et c'est sûr que dans la blessure du féminin ou dans la blessure du masculin, dans l'archétype féminin ou dans l'archétype masculin, on va trouver des choses qui appartiennent à notre histoire, mais des choses aussi qui appartiennent à notre génération, à notre culture, à notre époque aussi. Et dans la problématique de couple, évidemment, ça va se ressentir énormément. Un couple d'aujourd'hui ne vit pas du tout les mêmes blessures qu'un couple d'il y a ne serait-ce qu'une génération ou deux. D'accord. Et en sachant aussi, pour donner un petit peu plus de détails, parce qu'on n'en a pas parlé, que donc on a ce masculin intérieur, ce féminin intérieur qu'on a tous, aussi bien homme que femme. On se retrouve un petit peu dans l'idée du symbole du yin et du yang, avec du masculin et du féminin, et un petit peu de masculin, un petit peu de féminin chez tout le monde. On se retrouve aussi avec des personnages du type enfant intérieur, c'est-à-dire des parties de nous qui sont restées ou qui ont été blessées dans l'enfance et qui sont restées un petit peu à cet âge d'enfant, donc qu'on peut retrouver comme étant un enfant intérieur ou des enfants intérieurs, ça dépend des gens. Il y a aussi cet aspect du sage intérieur, et tout ça c'est en relation avec notre système neurologique, donc notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique, notre néocortex, etc. Donc, vous expliquez bien dans votre livre les relations qu'il y a entre les différentes parties de nous-mêmes, on pourrait dire différentes parts de nous-mêmes, et la façon dont on est constitué, donc au niveau neurologique. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de masculin, de féminin, c'est vrai qu'il faut pas non plus confondre. On n'a pas un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui trotte dans la tête, ça serait trop simple. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'utilise ça justement pour que les gens comprennent bien. Tout ça, on pourrait les appeler aussi des blocs mémoire. Le masculin, c'est un bloc mémoire masculin. Le féminin, pareil. Comme je disais tout à l'heure, il est constitué de toutes nos mémoires au masculin. On va commencer par exemple par le masculin, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, et également de toutes les mémoires qui existent depuis la nuit des temps concernant le masculin. Alors tout ça, le cerveau va l'enregistrer, va le mettre dans une petite case, on pourrait dire, et l'inconscient ou même le cerveau de manière générale de la personne, pour qu'il soit beaucoup plus accessible, va transformer cette case en un archétype, c'est-à-dire qu'il va lui donner une image. Et c'est cette image qu'on va retrouver au niveau des rêves. C'est pour ça que tout le monde connaît quelque part les archétypes sans vraiment avoir mis des mots dessus. Quand vous rêvez à une femme ou quand vous rêvez à un homme, quelle que soit la situation dans laquelle cet homme ou cette femme se trouve, vous rêvez quelque part d'une partie de votre féminin ou d'une partie de votre masculin intérieur. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est quelquefois difficile à expliquer, mais en même temps assez facile à comprendre. Oui, tout à fait. Il y a aussi cette notion par exemple d'animaux archétypaux, par exemple le tigre qui serait le symbole du masculin ou de l'agressivité ou en tout cas de l'instinct masculin, la biche qui serait aussi un symbole du féminin. Donc en gros, il y a aussi tout un tas d'animaux qu'on retrouve, tout ça c'est utilisé dans le cinéma, c'est utilisé et qui correspondent à des images archétypales de différentes parties de nous-mêmes, en fait, en quelque sorte, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'une personne qui va rêver d'une araignée, par exemple, on sait, il faut quand même avoir étudié un petit peu la symbologie, mais on sait que elle va parler quelque part d'une mère, parce que l'araignée c'est un peu le symbole de la mère possessive, vous savez, qui prend entre ses pattes. Donc ça, je parle pas forcément d'un très beau rêve. Quand je parle d'araignée, ça soulève plutôt des choses un petit peu compliquées. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, quand on rêve d'un tigre, alors le tigre c'est pas un symbole masculin, c'est un petit peu comme tous les félins, c'est un symbole féminin, mais non apprivoisé. Oui, c'est pas grave, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Le lion, par exemple, va être masculin plutôt. Masculin, mais le tigre, lui, va être féminin. Pourquoi ? Parce que le félin, de manière générale, les félins sont reliés au chat, mais le chat va plutôt représenter le côté un peu familial, maternité, même quelquefois, un peu en relation avec la déesse Bastet d'Égypte. Et le lion, lui, par contre, va plutôt représenter quelque chose de solaire avec sa crinière, donc quelque chose de plus masculin. Enfin bon, ça après c'est vraiment l'étude de la symbologie. Ouais. D'accord. Alors on va bientôt avoir notre troisième pause musicale. Oui. Mon cher Guillaume, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce qui est l'objet de la dernière partie ? Oui, tout à fait.
Alors donc nous verrons dans la dernière partie quelles sont les applications de la thérapie symbolique. Quel type de problématiques, aussi bien pour les particuliers, je dirais en sachant que cette technique est plutôt pour les personnes qui veulent suivre des thérapies privées. C'est pas quelque chose qui va forcément se faire dans le monde de l'entreprise. Et puis nous aurons le témoignage donc de Christelle G1 qui a été accompagnée en TSA par Laurence Fleurette, hypnothérapeute spécialisée en TSA dans les Vosges. Ok, écoute, merci Guillaume. On va s'offrir petites minutes de pause musicale et on vous retrouve tout de suite. Merci à vous. Alors, écoutez, reprise de cette émission. Ce soir, donc, nous accueillons Patricia D'Angeli avec mon cher Guillaume. Guillaume, tu veux bien nous parler de cette dernière partie, nous rappeler alors les points essentiels que nous allons voir, notamment avec Christelle qui va nous rejoindre. Ok, alors là, on va parler en fait des applications. L'idée, c'est de faire un petit panorama des problématiques que nos auditeurs qui nous écoutent peuvent éventuellement traiter avec ce type d'approche. Donc Patricia, si vous aviez quelques exemples à donner de problématiques récurrentes, je dirais qu'on peut traiter avec cette technique. Alors, on a déjà parlé de pas mal de petites choses. On a parlé notamment de la thérapie de couple, oui. Mais on pourrait rajouter, par exemple, en travaillant sur le féminin et le masculin intérieur, on pourrait travailler en complément toujours d'un traitement médical, toutes sortes de cancers, sein, utérus, prostate, qui peuvent être en rapport aussi avec une problématique de masculin et de féminin. Alors, d'accord. Je mets toujours un bémol, toujours évidemment en complément du traitement médical. On n'est pas non plus des sorciers, ça c'est important de le préciser. La TSA s'adresse également à toutes les personnes souffrant de stress, des céphalées, des mal de dos, mycoses ou cystite à répétition. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est aussi en rapport très souvent avec le féminin intérieur, un féminin intérieur blessé. D'accord. On peut rajouter des cas de stérilité psychologique. On a de très très bons résultats, des personnes qui viennent parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là où tous les traitements médicaux échouent, le traitement au niveau de la TSA peut vraiment faire des miracles à ce niveau-là. Donc là, faut vraiment pas hésiter, plutôt que des fois recourir à des choses un peu douloureuses. Bon, c'est pas sûr évidemment à 100%, mais en tout cas ça marche très bien. Donc voilà, c'est vrai que pour les personnes qui ont des problèmes pour faire des bébés, on peut vraiment utiliser cette technique. D'accord. Vous recevez autant des hommes que des femmes, des adultes, des enfants. Quel est votre public aujourd'hui ? Alors, je pense que l'une des limites de la TSA, c'est qu'on ne peut pas utiliser justement cette technique sur les enfants. Alors non pas que c'est dangereux, parce que c'est pas du tout dangereux, mais un enfant n'est pas suffisamment mature, j'allais dire, pour avoir la possibilité de travailler sur un féminin intérieur ou un masculin intérieur ou même un enfant intérieur. Donc moi je travaille que avec des personnes à partir de 16-17 ans, on va dire, c'est vraiment le minimum. D'accord. Ok. Mais alors, c'est vrai quel autre type d'approche alors, du coup, quel autre type de problématique on peut
Alors justement, un travail avec l'enfant intérieur va aider les personnes en manque de créativité, par exemple, ou celles qui ne se sentent pas aimées, les timides, celles qui se sentent en insécurité ou en manque d'autonomie. Donc ça, ce sont des personnes qu'on voit assez souvent aussi en cabinet. On peut rajouter aussi les personnes qui se sentent un peu victimes dans leur vie. Alors ça, c'est de manière générale. C'est pas que des femmes, ça peut être des femmes, mais quelquefois ça peut être aussi des hommes. Donc ils se sentent toujours justement, qui peuvent avoir une blessure de l'humiliation, qui se sentent être des victimes tout le temps dans leur vie, toujours un peu à la solde des autres, toujours à devoir demander pardon avant même de commencer à parler. Oui. Vous savez, vous connaissez peut-être ce genre de problématique. Excusez-moi, je vous ai coupé, pardon, Patricia. Non, je vous en prie. Ça vous parle? Ouais. Donc on peut rajouter. Justement, on s'exprime trop. Alors, est-ce que du coup, on peut venir vous voir aussi pour Ah oui, absolument. Bon, en général, c'est pas un problème, c'est pas. On peut avoir une souffrance par excès de comportement. Tout à fait. Et là, on peut recevoir des personnes, notamment qui sont dans la colère. Ça m'est arrivé souvent de recevoir des personnes qui étaient à la limite de la maltraitance, qui se sentaient en colère et qui se sentaient devenir violents par rapport notamment à leur conjoint ou même par rapport à leur enfant. Et ça m'est arrivé de recevoir ce type de personnes. Et là, on va travailler plutôt sur un masculin intérieur blessé, là, dans ce cas-là. D'accord. D'accord. Quelle que soit la personne, vous revenez toujours sur cette double dimension, féminin, masculin, et cet équilibre des deux. Ou enfant intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais de problèmes de confiance en soi ou insécurité ou tenez, même les personnes qui ont un problème pour parler en public. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Ça, on va vraiment travailler sur l'enfant intérieur. Et est-ce qu'il y a un rapport, le critique intérieur alors? Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques des problématiques qui sont spécifiques à cet aspect critique que l'on a, cette voix en nous, qui nous, qui est toujours un peu en train de nous dévaloriser, de nous dire qu'on va pas y arriver ou que ce qu'on fait c'est pas comme il faut, etc. Est-ce que ça c'est en rapport avec l'enfant intérieur? Comment ça se passe? Vous nous donner juste une petite info là-dessus? Oui, tout à fait. On peut dire que le critique, quelque part, c'est l'autre côté du miroir de l'enfant intérieur. Donc, quand on travaille l'enfant intérieur, on travaille souvent en même temps ou après avec le critique intérieur. C'est-à-dire que le critique va souvent demander à l'enfant de se taire. Il va un petit peu le traumatiser. Un peu comme un parent normatif, quoi, quelque part. Voilà, tout à fait. Ça, on peut prendre cet exemple. Et donc le critique va prendre le dessus et du coup l'enfant ne va plus oser exprimer, enfin l'enfant en nous, ne va plus oser exprimer sa créativité, son bonheur, sa joie de vivre. Il va toujours être dans quelque chose d'assez normé, comme on en parlait tout à l'heure, ou une vie un peu rigide, si j'ose dire. Et ça, c'est intéressant de travailler justement sur le critique pour assouplir les choses chez ce type de personne, pour lui permettre de redevenir vivante, de redevenir agréable vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres aussi. Ça, c'est important. D'accord. Alors, en fait, moi, ça fait depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire une blague à la minute. Donc ça, c'est mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur qui trépigne. Et j'ai une autre partie de moi qui me dit, mais non, Guillaume, sois sérieux, t'es dans une émission de radio, tout ça. Donc il faut, fais pas l'imbécile, etc. Donc ça, on pourrait dire qu'on est dans ce jeu-là. Enfant intérieur d'un côté qui a envie de s'amuser, et puis critique intérieur qui va dire mais non, tu vas être ridicule, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours en nous un enfant intérieur et un critique. Mais là où est le problème, c'est quand l'un ou l'autre, si j'ose dire, prend le dessus. Voilà. Par exemple, si votre critique va prendre le dessus sur votre vie, vous allez devenir quelqu'un de vraiment sinistre. Ça va être terrible, et de quelqu'un de très dans les normes. Voilà. Par contre, si votre enfant intérieur prend le dessus, dans le cas, dans cet effet-là, vous allez devenir invivable quelque part. Vous allez tout le temps rire, tout le temps crier, tout le temps, voilà. Donc c'est pas mieux. C'est pas mieux. L'important justement, voilà, c'est ce juste équilibre entre les deux. Voilà. D'accord, très bien. Alors là, ce que je propose, Paul, c'est qu'on fasse intervenir Christelle. Eh ben tout à fait. Je trouve que c'est une très très bonne idée, surtout qu'elle est là depuis quelques minutes, enfin même 10 bonnes minutes. Alors bonsoir Christelle Guéna. Bonsoir. Je sais peut-être pas bien prononcer votre nom. C'est G. Excusez-moi parce que je vous entends très mal en fait.
D'accord. Mais nous, on vous entend très bien. Bon, En tout cas, bienvenue à notre émission. Merci. Alors, écoutez, vous-même avez donc expérimenté, je crois, cette approche. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors là, en tant que, entre guillemets, patiente, puisque vous avez été accompagnée par cette approche. Alors, racontez-nous. Alors moi, je suis venue à l'hypnothérapie parce que j'avais un mal-être que je traînais depuis déjà un petit moment. Et donc, en fait, je savais en fait qu'au fond de moi, j'avais besoin de me retrouver. Donc, il fallait que j'aille fouiller au fond de moi. Je savais que j'avais des ressources, qu'il fallait que je reprenne confiance en moi, mais il fallait que j'ai quelqu'un pour me guider vers tout ça. Donc, en fait, pour moi, l'hypnothérapie, c'était presque une évidence, quoi. Quand j'ai su que Laurence ouvrait un cabinet et proposait ça, ces séances-là, j'ai un peu foncé ce truc parce que je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. Je m'étais intéressée un petit peu avant à l'hypnothérapie et je me dis mais voilà, ça me fascinait quelque part. Donc j'avais vraiment envie de tenter l'expérience. Donc c'est Laurence Fleurette que vous avez rencontrée, qui est hypnothérapeute spécialisée justement en TSA dans les Voilà, tout à Alors fait. qu'est-ce que vous avez sur quelle cette problématique? Donc en fait, nous on a travaillé sur plein de choses. On a travaillé sur le féminin, masculin, comme vous l'avez expliqué, sur l'enfant intérieur, sur le critique. Enfin, j'ai fait 7-8 séances à peu près. Donc ça a été super riche et super. Et qu'est-ce que ça vous a permis alors de régler comme super émouvant. Donc par exemple par rapport à la confiance que je peux avoir en moi. Oui. Ça a été quelque chose qu'il fallait vraiment que je travaille et par rapport à mon expérience vis-à-vis des hommes. Donc ça a été aussi. D'accord. À votre confiance en vous. Votre confiance en vous et votre confiance en vous dans votre relation avec les hommes ou alors votre confiance en vous tout simplement en règle générale avec les hommes c'est sûr, mais aussi mais pour moi-même aussi quoi. D'accord. Forcément parce qu'on a travaillé sur pas mal de choses. Donc, en gros, alors sans rentrer trop dans les détails, mais c'est quoi? C'était un manque de confiance dans votre capacité à s'exprimer vis-à-vis des hommes en général? C'était. En fait, j'ai eu une première expérience sentimentale qui a été très très douloureuse. En fait, j'ai vécu avec un homme violent qui m'a beaucoup dévalorisée et qui avait une très forte emprise sur moi. Donc ça a été pour moi assez destructeur et quand j'ai réussi enfin à me libérer de cet homme-là, à chaque fois que j'ai tenté une expérience avec d'autres hommes, c'était à chaque fois voué à l'échec en fait. J'avais tendance à plus du tout faire confiance aux hommes, j'avais plus confiance en moi et je me méfiais, j'avais une sorte de protection qui faisait que ça, à chaque fois, c'était voué à l'échec quoi. Donc en fait c'était j'avais quelque chose d'assez bancal en moi. J'avais quelque chose d'insatisfait, de bancal et donc l'hypnothérapie justement, ça a rééquilibré tout ça en fait. Et donc il a fallu que je fasse le deuil de mon ex et on est revenu tout ça par l'hypnose, par l'hypnothérapie. Donc vous avez fait un travail de deuil vous avez fait le travail de deuil sur une relation qui a été blessante pour vous, qui a été dévalorisante, qui fait que derrière vous avez eu tendance à être dans des relations qui vous ramenaient toujours un petit peu à cette blessure, quelque part, qui appuyait sur cette blessure douloureuse. Et le fait de faire un travail de deuil vous a permis de sortir de tout ça. Et oui, exactement. En fait, avec l'hypnothérapie, je suis revenue sur ce passage de ma vie qui a été douloureux, mais avec bienveillance. Enfin, j'étais dans une petite bulle de protection. Je revenais là-dessus. J'avais plus peur de tout ça. J'ai affronté en fait ce passage. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure que c'était émouvant. En fait, ça vous a pas spécialement fait souffrir, mais ça vous a touché. Ça m'a pas fait souffrir parce que j'étais remplie d'une force. J'avais envie d'affronter ça. Ça venait de moi, donc personne ne me force à ça. Donc j'y suis allée de moi-même et donc j'étais remplie par une force intérieure et j'étais justement, j'étais grande, j'étais forte et il fallait que je l'affronte pour justement faire tout tomber et repartir sur des bases saines, quoi. D'accord. Donc,
dans votre témoignage, Christelle, je trouve c'est cette idée que finalement la faute n'est plus à l'extérieur, mais c'est ce travail de prise de conscience en fait que en vous il y a simplement des mécanismes à changer quoi, mais qui sont en référence avec votre histoire. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut vraiment que ça parte de soi. Il faut avoir envie, il faut avoir confiance en soi, et il faut se dire que de toute façon on en a des forces, qu'il faut y aller et qu'il faut enfin, voilà, moi j'avais vraiment envie, j'étais motivée par ça, j'avais totalement confiance en Laurence, elle m'a vraiment menée sur la voie de la prise de conscience de tout ça, et puis sans aucune crainte, il faut y aller, faut laisser tout tomber, et puis faut s'investir, voilà, il faut s'investir vraiment. Donc c'est un beau message d'espoir que vous nous donnez là, parce que vous aviez vraiment la motivation d'y aller. Vous, apparemment, vous connaissiez Patricia, mais il y a beaucoup de gens qui sont chez eux. Je connaissais pas tout ça. J'étais attirée par ça. J'avais vraiment envie de me sortir de là, mais d'une façon la plus saine qui soit. J'avais pas envie de passer par des phases médicales. J'avais pas envie de prendre des cachets pour aller mieux. J'avais pas envie d'aller voir un psychothérapeute pendant des années et des années. J'avais envie que ça se fasse de moi-même, et de façon la plus intérieure qui soit, en fait. J'avais vraiment envie parce que je savais que j'avais la force pour me sortir de tout ça, quoi. Et donc voilà, je savais que je pouvais m'en sortir, et grâce à ça, donc j'ai quand même réussi à avancer, je pense, d'un grand pas. Je sais que j'ai encore des faiblesses, mais en même temps j'ai confiance en moi, j'ai repris confiance en moi, et je me suis vraiment donné les moyens pour trouver une relation qui soit beaucoup plus harmonieuse et qui soit qui me fasse avancer, quoi. Alors c'est très chouette, et ça, c'est très chouette ce que vous dites, et justement, je répéterai un petit peu ce qui a été dit dans l'émission précédente avec Olivier Leckert. L'idée c'est vraiment important à un moment donné de se donner l'autorisation d'être accompagné par d'autres pour travailler sur soi. Parce que souvent les gens restent avec leurs petits soucis, leurs petites blessures, on va dire les relativisent, se disent c'est pas si grave que ça. Bon, ils vivent quand même des choses qui sont douloureuses et difficiles de façon assez régulière. Mais bon, parfois on se ment aussi un petit peu à nous-mêmes. Mais bon, allez, ça va aller, c'est bon. Mais de toute façon, quand on a mal quelque part, souvent le fait de l'exprimer, ça va déjà tout de suite beaucoup mieux. Déjà, ça va mieux. Voilà. Et là, si on trouve un guide, quelqu'un qui nous mène sur la bonne voie, mais voilà, il faut juste se laisser aller et avoir confiance en soi, écouter son guide, et puis s'écouter soi, et après on se lave de tout le mal qu'on peut avoir en soi. Et après on repart sur des bases beaucoup plus saines. Alors après, il peut y arriver des moments dans la vie où ça peut un petit peu flancher, mais tout le monde a droit aussi à de nouveau flancher, quoi. Et moi je sais que tout ça, ça m'a vraiment, ça m'a donné beaucoup de force, et ça m'a donné beaucoup d'espoir, et voilà, j'ai vraiment envie j'avais envie de témoigner, parce qu'en fait, c'est important aussi de dire aux gens qu'en fait, la force qu'on peut avoir en soi, on la soupçonne pas toujours, mais elle est énorme, et grâce à soi-même, on peut sortir de tout ça. Il faut un guide, il faut faire appel à quelqu'un, mais on peut y arriver tous, quoi. Et pour guérir de plein de choses. Enfin, moi, je trouve que l'hypnothérapie, ça a été pour moi, de toute façon, une révélation, et voilà, j'invite tout le monde à au moins tenter l'expérience, parce que c'est quelque chose de vraiment chouette, quoi. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Une question. Alors d'abord, moi je suis très touché par votre témoignage. Vraiment, je vous remercie de nous parler comme ça aussi profondément de ce que vous avez vécu. Je m'ose une question, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais enfin voilà, vous me permettez de pas me répondre si vous avez envie. Mais si vous deviez vous reconfronter à une relation qui ressemblerait à celle que vous avez connue, qu'est-ce qui concrètement, selon vous aujourd'hui, changerait par rapport à avant? En quoi Christelle serait-elle différente? Je pense que dès le départ, on sait que la relation sera bancale. Donc dès le départ, on s'engouffre pas dedans. Déjà au départ, quoi. Au départ, il y a quelque chose qui. Il y a des messages d'alerte que vous êtes capable. Mais bien sûr. Vous êtes capable aujourd'hui d'entendre. Si je m'étais écoutée déjà, même à l'époque. C'est ça. J'aurais jamais plongé, quoi. C'est tout. Voilà. C'est juste que aujourd'hui, il faut savoir s'écouter,
Et je pense en fait, il y a une prise en compte de vous-même qui est différente aujourd'hui. Oui, ouais, c'est vraiment une prise en compte de moi-même qui est différente, ça c'est sûr, quoi. Ça c'est sûr. Alors, et le rapport avec les autres est différent parce qu'on n'attire plus ce genre de personnes non plus, quoi. Forcément. Bien sûr. On change, mais sans vraiment changer, quoi. C'est quelque chose qui est, Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a aussi, ça a eu des répercussions dans d'autres domaines de votre vie, par exemple le fait de parler avec des inconnus ou de parler en public. Oui. Est-ce que que ça a fait des changements? Ça c'est évident. Ça c'est clairement évident, quoi. Mais même soi-même, quand on se regarde dans la glace, on se sent un petit peu changé, un petit peu plus sûr de soi, un petit peu pas foncièrement puisqu'on est toujours le même, mais il y a quelque chose de plus notre réalité, on change notre réalité intérieure. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, et forcément le regard sur les autres est différent, le regard sur soi-même est différent, et tout de suite la vie est plus belle, tout simplement, quoi. C'est la finalité du truc, et c'est ce que je voulais obtenir au final, quoi, parce que j'avais envie de me dire, j'ai vraiment le droit d'être heureuse à un moment ou à un autre, quoi. Il faut le regard sur soi-même. Il faut se donner les moyens. Voilà, il faut faire la vie. Il faut se lever, il faut à un moment donné se lever de son canapé, c'est la finalité du truc, et se dire maintenant je me prends en main, je prends ma responsabilité et je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner, et à partir de là, il est possible de faire un travail très très important. Après, on peut franchir des montagnes après. Voilà, d'accord. Ok, et en tout cas, merci beaucoup Christelle pour ce magnifique témoignage. Merci à vous. Pour votre conviction, vous avez transmis votre pêche, votre énergie, bien-être. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à vous, merci à Laurence parce que je lui dois beaucoup, et puis merci également à Patricia qui a été aussi une super guide apparemment, donc pour Laurence puisqu'elle m'en a beaucoup parlé, et puis merci d'avoir développé toute cette thérapie autour de tout ça, et c'est vraiment j'invite tout le monde à au moins tenter l'expérience. Super. Bon, merci Christelle. Alors on va revenir un petit peu vers Patricia. Patricia, comment vous avez envie de réagir à tous ces propos, ces échanges? Alors déjà, je trouve que le témoignage effectivement est très intéressant. On est en face d'une personne qui a beaucoup de dynamisme et qui a très bien réagi à la thérapie et qui a changé sa vie. Donc ça, c'est quelque chose déjà de magique. Et c'est vrai que je voudrais rajouter, parce que ça a été évoqué, que la TSA effectivement, dans la TSA, le thérapeute il rassure le patient. C'est vraiment un guide, parce que quelquefois le patient est soumis à des problématiques douloureuses, mais en présence du thérapeute, il va pouvoir aller à la rencontre de ces douleurs. Et quand on dit que la TSA anesthésie, c'est vrai qu'elle anesthésie en quelque sorte la douleur, car on ne travaille pas sur des souvenirs douloureux directement, mais on va travailler plutôt sur des représentations symboliques de ces souvenirs douloureux. Et ça, c'est une différence importante. C'est quand on va travailler, par exemple, sur un féminin ou un masculin intérieur, on va blesser, évidemment, on va travailler ce qui est blessé à l'intérieur de nous. On va pas travailler sur, par exemple, une problématique, j'allais dire, qu'a vécu la personne dans son enfance ou même dans son adolescence par rapport à sa mère ou par rapport à elle-même. On va vraiment travailler sur le symbole du féminin. On va retrouver la représentation qu'elle en a. Voilà, tout à fait. Et ça, quelque part, c'est vrai que ça anesthésie la douleur. Bon, pas complètement, il y a toujours des émotions qui sont là, mais en même temps, ces émotions, le thérapeute est formé pour les accueillir et pour les transformer. Sachant qu'est-ce qu'elle ressent, et du coup, évidemment, l'interprétation qu'elle a donnée. Donc, du coup, effectivement, par cette prise en compte, en quelque sorte, de cette mise au jour de cette interprétation donnée, de ce sens, comme le sens évolue, et bien, du coup, j'imagine qu'effectivement, il y a une douceur dans le processus de changement. On n'est plus dans ce qu'on a pu connaître, comme moi, personnellement, j'ai pu connaître parfois dans certains groupes de thérapie, où on est très confronté un peu à la violence qui a été vécue, alors que là, il y a vraiment une prise en compte, non pas du problème extérieur, mais de la manière dont on se représente ce problème, c'est ça? Voilà, tout à fait. Effectivement, quand on parle de douceur, on est vraiment dans la TSA, parce que le changement que va ressentir la personne, il est tellement profond, il est tellement intériorisé,
qu'il est très difficile pour lui d'en parler. Il sait pas trop ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, vu qu'il a travaillé sur des symboles. Mais il ressent à l'intérieur de lui une sérénité, j'allais dire, un espace, une ouverture où il y a quelque chose qui peut enfin respirer à l'intérieur de lui. Même s'il n'est pas capable d'expliquer exactement ce qui s'est passé, il va ressentir cette sensation-là. Et effectivement, cette sensation va lui changer la vie, parce que dans la vie, il ne va plus du tout réagir de la même façon face à des contrariétés ou à des choses un peu difficiles. Et alors, je tiens à préciser par rapport à tout ça, parce qu'il y a, moi je vois dans les séminaires de formation, dans les accompagnements, il y a parfois des gens qui ont peur du changement, c'est-à-dire qui sont pas du tout sensibilisés à ces approches, hein, que ce soit le coaching, que ce soit la psychothérapie, etc., et qui quelque part se disent mais moi j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est que a priori, d'après les témoignages qu'on a eus aujourd'hui, on n'est pas quelqu'un d'autre. On est, je dirais, soit en version améliorée, on est soit en mieux, avec moins peut-être de limites, avec etc. Mais les gens ne sont pas transformés. C'est pas des personnes qui sont totalement différentes en termes d'identité. Je parle. Hein. Ils gardent une identité profonde. Tout à fait. Ils arrivent au meilleur d'eux-mêmes. Voilà, on est soit sans ses blessures. Et ça, c'est important. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à sa véritable identité. Parce que une identité avec des blessures, quelque part, je trouve pas que c'est une vraie identité. C'est une identité qui joue de manière fausse dans la vie. Alors que si on enlève la blessure, on redevient véritablement notre soi. On parle du soi d'ailleurs en psychanalyse, dans la psychanalyse. On va retoucher justement à cette dimension parfaite. En tout cas, on va essayer d'aller le plus possible vers elle, qui nous caractérise. Vous savez, ce qu'on ressent fortement aussi, c'est cette notion de prise en compte de soi-même, quoi, à travers ce soi en question. Hein. C'est une reconnaissance, une reconsidération finalement de qui nous sommes, de ce que sont nos attentes, nos besoins, et une capacité à les prendre en compte, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression là qu'il y a un éveil fort, quoi, sur cette dimension-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à soigner nos blessures, on commence à se connaître véritablement. Parce qu'avant, on ne se connaissait pas réellement. C'est comme si on vivait toujours avec des lunettes qui nous empêchaient de voir ce que l'on était réellement. Et voilà, et ça nous demande aussi donc une vraie capacité d'accueil de soi, de qui l'on est vraiment, avec parfois ces aspects qu'on s'est cachés à nous-mêmes parfois depuis longtemps, hein, ces aspects qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie que les autres voient de nous. Et donc l'idée, c'est toujours de travailler avec bienveillance sur soi, toujours s'accepter et voilà, et avoir conscience que on est fait d'ombre et de lumière en quelque sorte, hein, pour faire court, et que on peut aller comme ça vraiment soigner ses blessures, se libérer de ses entraves, je dirais, pour pouvoir donner le meilleur de soi et être vraiment bien dans sa vie. À faire savoir que, comme disait tout à l'heure Christelle, ça n'empêche pas d'avoir régulièrement des choses, hein. La vie est en perpétuel changement, donc on a toujours des choses qui se présentent devant nous, qui peuvent être plus compliquées que d'autres, mais on a une relation à ces difficultés qui est différente, parce qu'on a une relation à nous-mêmes qui est différente, et donc ça nous permet de beaucoup mieux appréhender les choses et d'aller de l'avant plus sereinement, je dirais. Oui, tout à fait. Guillaume et Patricia, on va arriver à la fin bien sûr de cette émission, mais avant, j'aurais aimé rappeler alors d'abord l'annonce du livre de Patricia, hein, puisque Patricia, vous avez sorti ce livre il y a 3 ans, qui s'appelle donc Psychothérapie, guérir vos blessures intérieures. Je crois que c'est l'édition IFHE. Hein, oui, tout à fait. Édition. Donc pour trouver ce livre, comment font les personnes? Elles peuvent vous appeler? Il y a un site internet? Comment on peut trouver ce livre? Alors, le livre, il existe déjà dans toutes les FNAC, hein, donc il suffit de taper le nom sur n'importe quel site Amazon, on peut le trouver. On peut le commander aussi en librairie. On peut aussi passer évidemment par des librairies spécialisées dans le cadre de la psychothérapie. Mais bon, de toute façon, maintenant les gens utilisent beaucoup Google, hein, pour chercher le grand oracle. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, on peut vraiment le trouver partout. Sinon, à côté de ça, donc j'imagine des formations. Oui, alors tout à fait. Alors j'enseigne principalement sur Paris,
Dans 15 jours, exceptionnellement, je vais faire un stage sur la Réunion, mais j'enseigne quand même principalement sur Paris. Étant donné que de plus en plus de personnes, notamment de thérapeutes, s'intéressent à la TSA, je suis également en train de former d'autres enseignants qui vont pouvoir enseigner la TSA sur d'autres villes en France et dans d'autres villes au niveau international, parce qu'on a également beaucoup de demandes au niveau de l'international. Alors là, c'est en cours, mais je pense que d'ici l'année prochaine, ça devrait démarrer un petit peu partout. Donc, il y a Catherine Bettenot qui a témoigné tout à l'heure d'ailleurs, qui a priori va être enseignante sur la région lyonnaise. Voilà, tout à fait, sur la région lyonnaise. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez de la place dans vos valises? Est-ce que un animateur radio pourrait vous être utile à la Réunion? Non. Pourquoi pas? Non, parce que sinon je pourrais toujours trouver un truc à faire, du ménage, je sais pas, des trucs. Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un, vous n'hésitez pas. Voilà, une émission à la Réunion, pourquoi pas? Alors sinon, est-ce qu'il y a un site internet, Patricia, sur lequel on peut retrouver toutes ces informations? Oui, alors j'ai mon site personnel, donc patricia.d'angeli, alors d'Angeli accroché, on ne met pas l'apostrophe, DANGELI, arrobase. Pardon? Oui, point com, là aussi, avec le grand oracle Google, on peut. Voilà, si vous tapez TSA Patricia d'Angeli, vous tombez dessus. Ou alors il y a aussi le site de l'IFHE, le grand site. Voilà, www.ifhe.net. Là, il y a vraiment toutes les formations, toutes les dates. Voilà. Écoutez, c'est super. Si vous aviez un dernier conseil comme ça à donner à nos auditeurs, votre conseil, ce serait quoi? Je sais pas si ça serait un conseil, mais en tout cas, ce serait juste peut-être une phrase de conclusion. Nous héritons tous de blessures et de choses qui sont importantes, mais décider de se libérer de ces vieilles chaînes de servitude extérieure, c'est aller aussi vers l'essentiel de nous-mêmes, vers la paix, vers l'amour. Donc j'encourage juste les gens à foncer, à consulter ou à rencontrer une personne pour se débarrasser de ces vieilles chaînes de servitude. Voilà. Écoutez, un grand merci, Patricia, pour votre contribution à cette émission. Guillaume, on s'approche là vraiment pour le coup de la fin de notre émission. Donc je rappelle que c'est une émission qui a lieu tous les lundis, chaque lundi du mois, 3e lundi du mois, de 21h à 21h30. La prochaine fois, donc notre prochain invité éminent spécialiste du coaching sera François Délivré, avec qui nous continuerons de parler, bien sûr, du thème passionnant de la connaissance de soi, de la construction, de l'évolution de l'identité. Et puis enfin, mon cher Guillaume, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter? Alors oui, parce que justement, pour continuer dans cette lignée, pour comprendre avec encore une approche très imagée, très symbolique de la personne, le thème de l'émission prochaine sera donc prince, crapaud, masque, héros, identité, personnalité, qui sommes-nous vraiment? Donc là, nous allons encore explorer cette partie-là avec une approche qui est originaire de l'analyse transactionnelle de Carlo Moiso. Donc François Délivré en fait une belle interprétation, et ce qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui se cache derrière nos difficultés à révéler le meilleur de nous-mêmes. Donc on a déjà beaucoup parlé de ça aujourd'hui avec Patricia. On va encore voir ça d'un point de vue un petit peu différent le mois prochain. Donc je tenais à remercier bien évidemment Patricia pour sa gentillesse, pour le fait d'avoir accepté cette invitation, et puis également nos témoins Catherine Bettenot et Christelle Géin, qui ont contribué à cette émission et qui ont apporté de beaux témoignages bien clairs, etc. Donc c'était très agréable de les écouter. Et puis je tiens à remercier également, comme toujours, Maxime. La technique, donc Maxime Robin, Isabelle Coupeau, qui est donc responsable de la radio Univers Gaïa et qui fait beaucoup pour la développer, cette radio du bien-être, qui apporte un regard alternatif sur les choses et qui en tout cas est très intéressante. Voilà, donc en tout cas c'est ce que je voulais dire moi. Ah oui, ici quand même une petite chose. On va a priori, Paul, donc tous les deux animer, on va pas animer, c'est Isabelle d'ailleurs en l'occurrence qui va animer une nouvelle émission.
qui aura lieu le premier lundi du mois. Donc là, Paul, on interviendra tous les deux plutôt en chroniqueur. Oui, on va changer de posture. On va changer de costume, on va changer de casquette. Et donc cette émission s'appellera Du rêve à la réalité. Voilà, donc ce sera une émission qui sera consacrée aux stratégies de développement personnel, à tout ce qu'on peut faire pour travailler sur soi. Et voilà, on va parler de développement personnel. On va aborder aussi un petit peu la question des sujets plus récents, de la physique quantique, de la loi d'attraction, de la spiritualité. Enfin, on va parler un petit peu de toutes ces choses-là. Tout ce qui peut permettre à l'humain, en tout cas, d'évoluer et de se développer. Voilà, on fera des ponts aussi avec ce qui se passe pas mal dans l'actualité d'aujourd'hui. Ce sera effectivement très centré sur le développement humain. En tout cas, un grand merci, mon cher, à toute l'équipe, encore une fois, et puis surtout à toi, mon cher Guillaume, fidèle partenaire pour tes qualités, ta présence, puis ton investissement aussi pour la préparation de cette émission. Je rappelle que cette émission est donc enregistrée. Vous pourrez donc la retrouver en podcast sur le site de la radio Univers Gaïa et puis aussi sur Internet. Voilà, merci, chers auditeurs, chères auditrices. Prenez bien sûr soin de vous. Veillez non seulement sur vous-même, mais aussi sur les personnes qui vous entourent. Et au grand plaisir de vous retrouver d'ici le mois prochain. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.